Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Cette semaine, l'essayiste Mathieu Laine, la journaliste Christine Ockrent, l'ancien conseiller de l'Élysée Gaspard Ganzer et le politologue Pascal Perrineau. On avait le souvenir d'une chancelière prononçant le discours inaugural de Davos, patronne puissante de l'Europe attirant à elle tous les regards. Mais Angela Merkel semblait cette année plus effacée au Forum économique mondial, comme affaiblie, entravée parce que trop occupée sans doute à constituer laborieusement son gouvernement de coalition avec le SPD. Elle était venue malgré tout dans la station suisse, 2 jours avant l'arrivée du président Trump, pour vanter l'Europe et le multilatéralisme à l'unisson avec Emmanuel Macron. À l'unisson, mais l'un prenait plus la lumière que l'autre. Le jeune président français enthousiasmait l'auditoire de ses formules désormais bien rodées « Choose France, France is back, Europe is back ». Alors Angela Merkel se résignait à ne pas être cette année celle qui donnait le « là ». Mais quand Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial, avait passé un peu trop de temps à évoquer plein de compassion les temps difficiles que vivait la pauvre chancelière, celle-ci avait rétorqué, lèvres pincées, « Ne vous apitoyez pas sur mon sort, s'il vous plaît ». Monsieur le Président de la République, chaque jour, vous humiliez la France en humiliant les exilés. Lundi, la lettre ouverte dans Libération par le romancier Yann Moix venait s'ajouter à une autre lettre publiée dans Le Monde le 16 janvier dernier, jour de la visite d'Emmanuel Macron à Calais, par l'économiste Jean Pisani-Ferry, le syndicaliste Laurent Berger et Thierry Pech de Terra Nova, pour dénoncer une politique migratoire présidentielle contredisant, selon les auteurs, l'humanisme prôné dans les discours. Dans un paysage politique où les oppositions restaient peu audibles, comme anesthésiées par le nouveau clivage imposé par le nouveau président, conservateur contre progressiste, les intellectuels prenaient le relais, reprenaient la parole, inquiets de ce que le philosophe Luc Ferry avait résumé en citant Karl Popper, la démocratie a en commun avec la science d'avancer par arguments auxquels on oppose des contre-arguments. Alors si le macronisme avait asséché la contre-argumentation, les intellectuels, eux, sauraient-ils la réinventer ? Les arguments échangés aujourd'hui dans le débat public sont entre des centristes et des extrémistes. Eh bien, c'est une situation, à mes yeux, calamiteuse. Donc, c'est pas du tout la révolution annoncée. C'est une calamité. Et encore une fois, c'est indépendant des qualités ou des défauts de Macron. Luc Ferry chez Alain Finkielkraut il y a quelques jours dans l'émission Réplique sur France Culture. Mathieu Laine, est-ce que sous le règne d'Emmanuel Macron, on peut dire que la France manque de contre-argumentation dans le débat d'idées ? Je pense pas. De toute façon, aujourd'hui, on le voit bien à cette table, on le voit dans tant d'émissions. Il y a toujours eu en France un goût du débat et de la contradiction, de la confrontation très heureuse des idées contraires. C'est même le creuset de l'université dans sa fondation première. Il y a toujours, et il y aura toujours, j'espère, des intellectuels pour se pencher sur l'action du politique. Le sujet est un peu décalé, c'est que Emmanuel Macron a fait le constat qu'un certain nombre de clivages étaient morts, ou en tout cas n'avaient plus lieu d'être. Et son élection s'est faite sur la rupture de l'opposition classique entre la droite et la gauche. Il faut du temps pour qu'on recompose de nouvelles oppositions. Il faut du temps pour que des paradigmes apparaissent. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec lui sur l'idée qu'on a effectivement une opposition entre des gens qui sont plutôt favorables à l'Europe, favorables au marché, mais favorables à une forme d'humanisme qui l'accompagne, et puis de l'autre, effectivement, un certain nombre de populismes qui soit s'emportent dans le poujadisme, soit dans une forme de racisme, soit dans une espèce d'interventionnisme excessif. Les oppositions sont toujours là. Je comprends ce que dit Luc Ferry, mais la réinvention du courant modéré, si je puis dire, du courant non extrémiste, n'est pas quelque chose qui m'inquiète. On a parfois le sentiment à entendre les commentateurs qu'Emmanuel Macron ferait tout pour qu'il n'y ait pas d'opposition face à lui. Il agit. On ne peut pas considérer que ce soit quelqu'un qui agit sans conviction. En réalité, le macronisme n'est pas un pragmatisme creux.
Je crois au contraire que pour une fois, on a quelqu'un qui a des idées. On peut ne pas aimer, on peut aimer. Mais il y a bien précisément des gens qui n'aiment pas et qui s'expriment contre lui. Donc je ne suis pas aussi pessimiste ni inquiet que ce que je peux entendre. Est-ce que c'est pessimiste, Gaspard Ganzer, que de constater qu'Emmanuel Macron regarde la vie politique française, en effet, avec un clivage qui semble assez unique, cette opposition rappelée par Mathieu Laine entre conservatisme et progressisme, mais avec quelles conséquences, en effet, sur le débat au sein des partis et puis chez les intellectuels ? Je pense que pendant l'élection présidentielle, les intellectuels, comme la plupart des observateurs, ont eu peur à un moment donné du Front National, de la prise qu'ils pouvaient avoir sur le débat politique et puis demain peut-être sur l'exercice du pouvoir. Donc il y a eu un soulagement général quand Emmanuel Macron a été élu et ça a peut-être contribué non pas à vitrifier le débat politique mais en tout cas à l'apaiser et à le remettre à plus tard. Mais je crois que justement c'est sur le clivage qui était énoncé à l'instant par Mathieu Laine que le débat va se refaire. Parce qu'effectivement, Emmanuel Macron a été élu sur une promesse, non pas d'effacement pour moi, du clivage droite-gauche, mais d'ouverture, de modernisation, de rajeunissement, du renouvellement de la vie politique. Et je pense que c'est là-dessus que le débat va se recréer. Ce n'est pas du tout un hasard que ça soit sur la question des migrants que le débat soit revenu. Parce que la politique d'Emmanuel Macron touchant aux migrants, c'est une politique de fermeture, en contradiction manifeste avec les propos qu'il avait pu tenir pendant la campagne, et puis même les valeurs d'ouverture qu'il est censé défendre. Donc je pense que c'est très intéressant justement que les intellectuels soient là pour quelque part rappeler à l'ordre sur ces engagements. Et moi je vois un deuxième sujet de débat devant nous, qui est celui du renouvellement de la vie politique, parce que là si la promesse n'est pas tenue, je pense que là aussi les intellectuels, et peut-être des plus jeunes aussi, se réveilleront pour manifester leur opposition. Alors vous l'avez rappelé en effet cette semaine, un romancier qu'on a entendu beaucoup, Yann Moix, avec sa lettre ouverte sur Calais et la politique jugée indigne d'Emmanuel Macron. Yann Moix qu'on a pu entendre également cette semaine sur France Inter. Ce qui m'a choqué, c'est que ce jeune président de la République, précisément, on attendait de cette jeunesse qu'il change certains modes opératoires. Il a fait un discours extraordinaire le 20 septembre 2017 à l'ONU, où il disait « Je sais que le devoir de la France est de parler pour ceux qu'on n'entend pas. Ce sont des voix oubliées que je veux porter. J'ai entendu Bana, citoyenne d'Alep, et c'est sa voix que je veux porter ici. Mais quand Bana, citoyenne d'Alep, arrive à Calais et qu'elle est gazée par des bombes lacrymogènes, qu'est-ce qui se passe ? » Pascal Perrineau, est-ce qu'on peut dire en effet que la politique de l'immigration d'Emmanuel Macron est le premier sujet de ce quinquennat qui réveille vraiment le débat et qui peut-être instaure une nouvelle ligne de fracture qu'on va essayer de caricaturer assez vite en disant qu'elle se jouerait entre humaniste, et j'ouvre des guillemets, et pragmatique? Je crois qu'il y a déjà eu, même si c'était sur un mode mineur, d'autres débats. L'été dernier, autour de l'attitude du président par rapport au territoire, autour de l'affaire de la taxe d'habitation, il y avait déjà eu un débat et de premières oppositions, mais c'était plus technique, c'était un enjeu qui suscitait moins d'émotions et de passions idéologiques que la figure, bien sûr, de l'immigré et de l'immigration. Mais je voudrais dire que dans ce débat, il y a à la fois du très classique et du nouveau. Le très classique, c'est l'opposition entre les intellectuels, certains intellectuels, et le pouvoir, entre une éthique de la responsabilité et une éthique de la conviction. Ça n'est pas nouveau, cela. Souvenons-nous, sous François Hollande, au moment de la déchéance de nationalité. Souvenons-nous, avec Nicolas Sarkozy, les débats et les émotions, les passions en tout genre, qui ont duré d'ailleurs à peu près tout le quinquennat de Nicolas Sarkozy, mais qui avaient trouvé leur point d'orgue au moment du fameux discours de Grenoble, à nouveau sur la question de l'immigration. La question n'est pas de savoir s'il est nouveau d'entendre les intellectuels, sauf qu'on les entend quand on a le sentiment d'entendre moins les partis politiques. Oui, parce qu'au fond, ce retour des intellectuels, s'il y a retour des intellectuels, ce retour des intellectuels, il existe parce qu'il y a de nouveaux enjeux et de nouvelles conditions. Les nouveaux enjeux, il y a de nouveaux enjeux à penser. Et en particulier, il faut sortir du précaré national, penser la France dans la globalisation. Ça, c'est un enjeu auquel les intellectuels doivent s'atteler. Et ne pas réagir aux défis du monde d'aujourd'hui avec des catégories qui parfois sont des catégories d'hier. Il y a, comme vous venez de le dire, la crise des corps intermédiaires. C'est vrai que
Ça, bien sûr, on le voit très bien depuis qu'Emmanuel Macron a été élu président, mais cette crise des corps intermédiaires qui participaient à la structuration de l'espace public, les partis, les syndicats, ils existent, mais ils existent sur le papier. Le taux d'adhésion aux syndicats n'a jamais été aussi bas, le taux d'adhésion aux partis n'a jamais été aussi bas. Et puis je crois qu'il y a quelque chose d'autre. Si vous voulez, depuis des années, le monde intellectuel a retrouvé une légitimité, mais pas par la gauche, par la droite. Il y a de nombreux intellectuels de droite qui aujourd'hui interviennent. Il y a de multiples organes de presse aujourd'hui qui véhiculent des débats à droite. Et quelque part, les intellectuels progressistes, si vous voulez, les intellectuels de gauche se disent qu'il y a un terrain à reconquérir. Ils ne se font pas à cette présence parfois massive des intellectuels de droite dans le débat intellectuel. Et il y a certainement, au travers d'initiatives comme celle de Yann Moix, la volonté de reconquérir un terrain qui a été perdu après cette phase qu'on a appelée le fameux silence des intellectuels. Et là aussi, c'est pas nouveau. Souvenons-nous, au début des années 80, les socialistes disaient la gauche est au pouvoir, les intellectuels se taisent. Et donc, certains intellectuels, plutôt qu'on pourrait qualifier d'intellectuels, progressistes, d'intellectuels de gauche, tentent de reprendre la parole. Intellectuels de gauche et de droite, auxquels en effet on va s'intéresser dans quelques instants. Mais encore un mot avec vous, Christine Ockrent, sur cette drôle de semaine, ce parallèle qu'on pourrait établir entre Laurent Wauquiez, qui réalise une audience absolument catastrophique lors de sa grande émission politique jeudi soir sur France 2, et ces intellectuels dont on se demande aujourd'hui dans cette émission s'ils prennent le relais de ces leaders de partis manifestement devenus un peu inaudibles. Mais de quels intellectuels parle-t-on ? L'idée que Luc Ferry serait un intellectuel de gauche et qu'on retrouverait... Non, ça, je crois que personne... Non, mais je voulais juste que ce soit précisé. Donc, l'idée que l'on retrouverait dans la caste des intellectuels, et le terme n'est pas péjoratif, cette scission, ce fossé, cette division qu'Emmanuel Macron a tellement contribué à gommer s'agissant de la classe politique, me semble fausse. Yann Moix est un garçon au talent protéiforme. Je ne le mettrai pas dans la catégorie non plus des intellectuels de gauche. Et d'ailleurs, on ne l'entendait pas au moment où Manuel Valls, Premier ministre, qui d'ailleurs soutient, me semble-t-il, la fermeté du ministre de l'Intérieur actuel, on n'entendait pas ces voix-là. Donc je crois que ce qui gêne aussi ces gens qui, avec conviction et talent, expriment des opinions et leurs émotions, c'est qu'Emmanuel Macron est en même temps un intellectuel. Exactement. Et que donc, pour lui, il ne considère pas nécessairement que tout le monde a la même stature dans ce milieu-là. Et là aussi, les jeux de rôle sont bouleversés et je crois que c'est le trouble qui agite un certain nombre de gens, même s'il est tout à fait légitime de dire qu'il y a nécessité de débat. Mais le débat sur la question de l'immigration est totalement faussé, parce que d'abord, la plupart du temps, on ne s'entend même pas sur la signification des termes à employer entre migrants, réfugiés. Il y a une grande confusion que l'émotion peut justifier, mais l'émotion n'a jamais tenu lieu de politique. Et à partir de là, on peut critiquer la manière, pour moi d'ailleurs assez surprenante, avec laquelle, pour une fois, Emmanuel Macron ne semblait pas prêt à une telle éruption de la question migratoire dans le champ public. Là, j'avoue que cela m'a surprise, parce qu'il semblait tellement préparé sur tous les autres terrains. Là, oui, mais je crois que ce n'est pas, encore une fois, la question des intellectuels tenant lieu d'opposition face au pouvoir. Alors, il y a, cela dit, c'est incontestable, et vous allez réagir, Gaspard Ganzer et Mathieu Laine, une sorte de bouillonnement dans une nouvelle génération intellectuelle, à la fois à droite et à gauche, avec la création ou le réveil aussi d'anciens ou de nouveaux médias. On peut citer par exemple le nouveau magazine littéraire de Raphaël Glucksmann, qui dans son premier numéro, dans son édito, écrit « Je veux qu'on se dispute de nouveau, disputons-nous, car l'unanimité, c'est la mort ». Et cette unanimité, pour lui, elle renvoie justement au Macron
macronisme et à ce que nous disions sur la façon dont il aurait peut-être anesthésié les clivages et les débats d'autrefois. À droite de l'échiquier, on pourrait également citer Alexandre Devecchio, journaliste du très droitier Figaro Vox, qui lancera bientôt Recomposition, un semestriel au titre explicite, ou encore Jacques de Guibon, directeur de l'Incorrect, vous savez, le mensuel des droites, lancé à la rentrée, qui expliquait cette semaine à Mediapart: personne n'a d'espoir politique à court terme, donc tout le monde essaie de travailler sur des idées et sur le fond, à travers les médias notamment. Cela vous inspire quel commentaire, Gaspard Ganzer? Non, je pense que c'est intéressant. Moi, je suis finalement assez optimiste pour le débat d'idées en France parce que je pense que ça fait partie de notre identité, à la fois parce qu'on a cette passion pour la culture et pour les idées qui nous distingue quand même de beaucoup de pays dans le monde et on peut faire un peu de chauvinisme dans la matière. Et la deuxième chose, c'est parce qu'on a ce côté insolent, irrévérencieux qui fait qu'on aime bien contester le pouvoir. On aime autant notre roi que lui couper la tête. Donc je crois que c'est plutôt réjouissant de ce point de vue-là, même si je n'appelle pas du tout la violence par ses propos, c'est une image. La deuxième chose, c'est qu'il y a la presse traditionnelle qui se régénère et c'est formidable. On n'a jamais vu autant de titres de presse se créer alors que la presse est censée être en crise. C'est quand même toujours saisissant. Et on pourrait citer bien sûr aussi Le Média de Gérard Miller à Haute-Lancin. Hebdo, plein d'autres choses de ce type. Mais il y a aussi d'autres terrains de débat. Évidemment, sur Internet, par exemple, les médias, les pure players. Alors, Mediapart, depuis longtemps, fait des blogs en direct. Quand on voit l'appétit pour les podcasts et les émissions de débat à la radio. Et puis, il y a tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Moi, je crois qu'il y a sous le radar des médias traditionnels, sur Facebook, sur Twitter, parfois ailleurs aussi, dans d'autres blogs plus confidentiels, des espaces de débat qui existent. Parfois de façon terrifiante. Je ne sais pas quand je lisais un article sur le terrifiant, je crois que c'était dans Le Monde, sur le terrifiant Alain Soral, où je découvrais qu'il avait encore des centaines de milliers de personnes qui l'écoutaient à chaque fois qu'il postait une vidéo sur son blog. Heureusement, à gauche, il y a des gens qui contrebalancent cela. Mais voilà, le débat est quelque part partout. Il faut l'écouter. Il est aussi certainement... je l'espère toujours, dans les cafés et les rues des grandes villes et à Paris notamment. Mathieu Laine, sur cette phrase de Raphaël Glucksmann dans son édito, disputons-nous encore car l'unanimité c'est la mort. Non, mais on a un peu l'impression que beaucoup d'intellectuels finalement dénient la dimension intellectuelle de leur président comme s'il leur avait volé quelque chose. Et donc tout à coup, comme si s'accaparait un monopole. Le débat d'idées, il a toujours été là, encore une fois, et il existera encore. En rebond de ce que tu disais à l'instant, je pense que il faut faire juste attention au phénomène de bulle. Donc Soral et compagnie, et pour le coup, la mécanique des réseaux sociaux y contribue, font qu'on n'a plus de confrontation des idées pour beaucoup de gens qui ne finissent par être alimentés que par les mêmes idées. Or, on sait bien que le cœur d'une démocratie qui fonctionne bien, c'est l'esprit critique. Et l'esprit critique, c'est tout l'esprit de France Culture. C'est la confrontation des idées contraires, comme je disais tout à l'heure. C'est très Karl Popper, et ce que disait Luc Ferry, il avait raison. Mais revenons un instant à Yann Moix. Est-ce qu'être intellectuel, c'est uniquement s'indigner? Est-ce qu'être intellectuel, c'est contribuer à mentir? Parce qu'il y a quand même une contestation forte sur les actes et les vidéos qui ont été mises en avant. Je ne vais pas citer ici un préfet, ce n'est pas mon genre de citer les préfets, mais il faut quand même lire la lettre du préfet du Pas-de-Calais qui explique combien, manifestement, l'État, d'une part, fait tout ce qu'il peut sur le terrain, non seulement pour éviter que des gens portent atteinte à eux-mêmes ou à autrui et ne respectent pas les règles et mettent la vie d'autrui en danger, mais également apporte de l'eau, de la nourriture, y compris à ceux qui ne le veulent pas, et puis de l'hébergement, et que l'hôpital du coin à Calais accueille un certain nombre de personnes. Enfin, il faut peut-être arrêter la caricature extrême pour se faire un nom, ou en tout cas essayer de se le faire davantage. Et puis, il faudrait peut-être poser à ces gens-là des questions comme on les poserait à des intellectuels. Et donc, que faites-vous à Calais? Plutôt que pourquoi crier ainsi? Que faites-vous, Yann Moix, à Calais? Qu'est-ce qu'on en fait? Il dit qu'il vient filmer des images pour faire un documentaire pour Arte, pour dénoncer un certain nombre de choses. Et encore une fois, je pour ne critique pas cela. Dénoncer. Simplement, dans l'analyse qu'on en fait, on a l'impression que le cri et l'indignation suffisent. Et je nie évidemment pas l'idée qu'on puisse évoquer des vérités. Simplement, a-t-il identifié que c'était un sujet non pas d'immigration, mais d'émigration? Parce que ces gens veulent aller en Angleterre, ils ne veulent pas rester chez nous. Donc là, il y a beaucoup de confusion sur ce sujet-là, par exemple, quand on parle des migrants. Est-ce qu'il a réfléchi? Est-ce que d'autres réfléchissent assez
quand on parle de ces sujets, au fait que pourquoi on franchit une frontière, pourquoi ceux qui franchissent une frontière et qui cherchent donc une sécurité sont en réalité les meilleurs de leur pays. Et là, on peut aller dans la critique, ou en tout cas, et j'essaie de le faire, et essayer de contribuer à ce que le gouvernement améliore son travail à la fois de sévérité, de réalité et de justice, et réfléchir peut-être quelque chose, une réflexion intergouvernementale sur l'idée de comment on va pouvoir aider ces gens de qualité qui avaient les moyens de le faire à revenir dans leur pays et à reconstruire une classe moyenne dans leur pays. Ça, c'est vrai que ça manque. Mais là, ce serait un vrai débat intellectuel. Au-delà de ce débat intellectuel ou pas sur la politique migratoire, est-ce qu'on peut dire dans la foulée d'Alain Minc, dont je ne sais pas si vous considérez que c'est un intellectuel ou pas, mais qu'on a entendu cette semaine Alain Minc... Je peux qualifier qui vous voulez, moi. Mais je vous laisse seul juge de vos droits de regard sur ceux qui s'expriment en France. Un effet boomerang. Alain Minc a dit cette semaine dans Le Parisien que l'un des risques majeurs qu'il entrevoyait pour le quinquennat Macron, ce serait une explosion des banlieues. Est-ce qu'on peut dire en effet que ce sont les questions sociétales qui vont sans doute réveiller les lignes de partage de ce quinquennat, Pascal Perrineau ? Oui, on peut imaginer que l'absence d'organisation de l'opposition, de la protestation sur le terrain politique cherche un exutoire et que l'exutoire soit en effet le terrain social. Mais attention, on peut avoir comme ça des rébellion sociale. Jacques Chirac en avait connu, les présidents précédents ont pu en connaître, mais quand il n'y a pas d'organisation politique ou syndicale pour trouver un débouché, eh bien voilà, la rébellion revient sur elle-même et ensuite s'éteint, sans qu'aucun des problèmes qu'elle avait révélés soit réglé. Donc on peut imaginer en effet qu'il y ait un déplacement du front des oppositions. Mais attention, pour l'instant, les oppositions politiques, en effet, sont quasi absentes. Il n'y a personne au numéro demandé, mais elles sont en voie de reconstitution. Elles ont été tellement dissoutes, en effet, qu'elles reviennent de loin. Mais à la fois au Front National, à LR, même au Parti Socialiste et à France Insoumise, on voit bien qu'il y a tout de même des forces qui tentent de se recomposer. Mais derrière les problèmes que l'on évoque, il y a un problème de l'attitude, on en parlait au début, des intellectuels par rapport au pouvoir. Et là, c'est vrai qu'ils sont gênés par rapport à un pouvoir qui est, comme le dit Brice Couturier, occupé par un président philosophe. Et quelque part, il y a un malaise chez certains intellectuels vis-à-vis de ce président qui, sur le terrain du débat intellectuel... Qui cite Habermas et Ricoeur, qui lui a d'ailleurs été reproché par un certain Michel Onfray, qui dit qu'il faut choisir ses références, puisque pour lui, c'est Hitler, Jungen et Péter. Sur le terrain du débat, il tient la route. Et d'autre part, il est porteur d'une approche intellectuelle qui cherche à prendre en compte ce qu'on pourrait appeler le principe de réalité, et pas simplement le principe de plaisir idéologique qui a toujours été parmi les intellectuels extrêmement présent. Et là aussi, c'est un vieux débat, c'est ce tropisme de l'intellectuel qui utilise des catégories et des mots excessifs. Yann Moix parle dans son texte d'actes criminels, d'ignominie, de barbarie, d'infamie, d'humiliation. Voilà, on est tout de même peut-être un peu dans l'excès, dans l'utilisation de grands mots qui ne sont pas tout à fait à la hauteur de la réalité qu'ils cherchent à dénoncer. Ces intellectuels qui cèdent aux émotions, aux passions idéologiques, c'était au début du XXe siècle ce que Benda appelait la trahison des clercs. Au mi-temps du XXe siècle, c'est ce que Raymond Aron dénonçait dans son livre sur l'opium des intellectuels. Donc on y est à nouveau dans ce problème. L'indignation n'est plus permise à l'heure du macronisme, Gaspard Ganzer ? J'espère que si, et ceux qui en doutent vont vite être réveillés au cours des prochains mois, parce que je suis sûr que des polémiques comme cela, il y en aura beaucoup. Non pas que Emmanuel Macron mène une mauvaise politique, il y a du bien et du mauvais comme toujours, mais que je pense que c'est consubstantiel à notre démocratie, et il faut que ce débat public vive, parfois avec ses excès. Moi, je préfère toujours l'excès de critique à l'absence de critique. Alors vous savez sans doute, Christine Ockrent, ce qu'Emmanuel Macron pense des intellectuels justement qui interagissent dans le débat public. On le sait quand on a lu le livre de Philippe Besson sur la campagne de Macron. Le romancier l'avait interrogé à l'époque sur Michel Onfray, Emmanuel Todd, Alain Finkielkraut, Régis Debray. Voilà ce que pense le président de la République. Je le cite. « Ils ne m'intéressent pas tellement, ils sont dans les vieux schémas, ils regardent avec les yeux d'hier le monde d'hier. Ils font du bruit avec de vieux instruments, ils sont sur leur Aventin. Ils n'aiment pas l'action politique mais vivent de son commentaire.
des esprits tristes englués dans l'invective permanente. Ce qu'il déteste, c'est l'idée même d'une réconciliation. L'idée de cette réconciliation par rapport à cet appel à la confrontation intellectuelle et à la dispute de Raphaël Glucksmann, par exemple, pour le citer une troisième fois, j'arrêterai là après. Oui, mais là, on voit bien aussi qu'il y a un phénomène générationnel. C'est-à-dire que les éminents esprits cités par Emmanuel Macron et que vous venez de nommer appartiennent tous à la même génération. Donc une génération qui est passée pour certains d'un extrême à l'autre ou d'un extrême à un espèce de milieu quand même assez penché. Bon, c'est une génération qui a vécu une histoire des idées, une histoire politique radicalement différente du monde du XXIe siècle dans lequel nous sommes. Moi, ce qui me frappe par rapport au fourmillement de ces gens qui, surtout à l'extrême droite, hélas, bénéficient en fait de toutes les facilités que permettent aujourd'hui les réseaux sociaux, parce que la plupart des gens que vous avez cités tout à l'heure s'expriment en fait grâce à ces réseaux sociaux et non plus tellement dans les médias traditionnels. Ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas vraiment, me semble-t-il, de vraie sédimentation. Et paradoxalement, l'intellectuel, l'essayiste, très à droite, pour reprendre le vocabulaire du monde ancien, qui, à mon sens, apporte une réflexion stimulante, c'est un Québécois qui s'appelle Mathieu Bock-Côté, si je ne me trompe pas, et qu'on lit d'ailleurs assez régulièrement dans le Figaro. Et lui, me semble-t-il, a une réflexion par rapport à une société différentes, libérales, certes francophones, mais anglo-saxonnes dans ses mœurs politiques. Et je trouve qu'il y a là une inventivité qui manque à beaucoup des gens de la jeune génération que vous avez cité, même si Raphaël Glucksmann a tout à fait raison de dire que si tout le monde sera la star de cette émission ce dimanche. On va être content. Oui, cela dit, c'est quand même Edgar Morin, si je ne m'abuse, qui a fait la une du premier numéro du nouveau magazine de Raphaël. Donc là en effet, aussi, c'est on bien reste dans les grands Ça classiques. s'appelle une réconciliation. C'est bien ça. Ouais. C'est bien de le rappeler. En effet, alors puisqu'on s'interroge justement sur ce président philosophe et sur un nécessaire renouvellement intellectuel, pour suivre Christine Ockrent, quand on a Habermas et Ricoeur comme référence, on ne peut pas dire non plus vraiment que c'est le monde de demain. Quels sont aujourd'hui les intellectuels de demain d'Emmanuel Macron? De demain, vous voulez que je fasse une Ou en liste? tout cas la génération d'après Habermas et Ricoeur. En tout cas, je pense qu'on ne peut pas caricaturer Emmanuel Macron comme étant un président philosophe qui ferait du name dropping de philosophes anciens et qui, par ailleurs, serait obsédé par un principe de réalité uniquement. Ce qui est intéressant avec lui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est qu'il y a un certain nombre de fondamentaux chez lui. Et donc, ça peut être la mobilité, l'émancipation, le primat de la liberté, l'égalité plus que l'égalitarisme, la pédagogie plus que le pédagogisme, une vraie conviction sur l'Europe. Donc tout ça, je pense que c'est la première fois, depuis bien longtemps, qu'on a un président qui a des convictions enracinées et qui a le sentiment qu'il a le pouvoir pour faire quelque chose, qu'il est là pour transformer les choses. Et d'ailleurs, ça perturbe plein de gens, parce qu'en général, les gens sont élus sur un programme. Enfin, il faudra que tu nous racontes comment ça s'est passé avec Gaspard, et après, ils sont contraints d'en faire un autre. Et donc, lui, pas du tout. C'est-à-dire qu'il est là, donc c'est en cela que c'est un président intellectuel. Il y a un principe de réalisme au sens où c'est une forme... Voilà, moi, les libéraux, maintenant, me détestent, mais parce que je peux apporter parfois un peu de caution à ce qu'il fait. Une forme de libéralisme réaliste, comprenant qu'il vaut mieux réformer par l'État plutôt que contre l'État, parce que ça correspond à notre ADN français. Donc il a lu l'histoire, il voit les fondamentaux de ce pays, et il a, je pense, il essaye en tout cas de trouver la limite maximale jusqu'à laquelle on peut aller pour transformer sans briser, sans casser. Bon, c'est une démarche intellectuelle, mais dans l'action. Gaspard Ganzer. Moi, j'attends aussi beaucoup, dans la nouvelle génération, j'attends beaucoup des écrivains, parce qu'en France, on a quand même une nouvelle génération de romanciers extrêmement talentueux, Alice Sénitaire, Aurélien Bélanger, bien d'autres, Tanguy Vial, bien d'autres. Et je trouve que parfois, ils ne prennent pas encore assez de place dans le débat public, ils restent un peu trop en retrait. Il y a plein de causes sur lesquelles ils pourraient s'allonger davantage. Et Yann Moix, c'est connu, c'est un homme de télévision autant qu'un homme de plume. J'aimerais bien que les autres écrivains prennent la parole davantage aussi.
Pascal Perrineau, il semblerait que même dans l'univers des think tanks, Thierry Pech n'est pas là aujourd'hui, sinon nous lui aurions bien sûr posé la question, ni même Gilles Finkelstein, que même dans cet univers des think tanks, le macronisme a semé la zizanie, le chamboule-tout du macronisme, dans cet univers-là aussi. Oui, bien sûr, parce que les think tanks, ils étaient organisés en France largement sur un clivage gauche-droite. Alors l'opération est de gauche et de droite, vous voyez, va créer de la transversalité dans toutes ces organisations qui étaient des organisations verticales, et ça suscite, bien sûr, des débats à l'intérieur de chacune de ces organisations, et c'est une bonne chose. La société française doit se mettre en débat parce que depuis quelques années, les think tanks ont apporté beaucoup de choses quant à la pensée des nouveaux enjeux dont je parlais tout à l'heure, et en particulier des nouveaux enjeux qui tournent autour de la question essentielle, quelle est la place de la France dans le monde global, hein. Et là, il y a eu des avancées, mais on voit bien qu'il faut aller plus loin. Et que là-dessus, le débat intellectuel, sans le survaloriser, hein, parce que tout de même, comme le disait mon collègue il y a de nombreuses années, Pierre Grémion, il dit l'intellectuel, disait-il, est le ressortissant d'un tout petit territoire. D'un tout petit territoire, la principauté progressiste de Saint-Germain-des-Prés, disait-il. Il est bien aussi d'avoir ce genre d'humilité dans cette émission. Voilà, rapidement, Mathieu Hélène, pour conclure sur cette première partie. Sur le plan intellectuel, la globalisation aussi a du bon. Et quand on se balade, on se rend compte... Québécois. Voilà, D'où le Québécois de Christine, qui sera la seule à avoir cité un nouvel intellectuel dans cette émission. On peut aller chercher James Tooley sur l'école et la réinvention de l'école. Il est allé voir en Inde la création des écoles spontanées. Il a découvert que finalement, il valait mieux les laisser faire plutôt que d'avoir des financements publics pour créer des écoles. Parce que les personnes, y compris avec $1, avaient un lien de responsabilité avec elles. On a Hernando de Soto, ce Péruvien extraordinaire qui est allé dans les bidonvilles et qui a réfléchi à comment on peut penser la pauvreté par les droits de propriété. Ça intéresse Emmanuel Macron puisqu'on a déjeuné ensemble avec lui. Donc vous voyez, c'est bien quelqu'un qui s'intéresse au monde intellectuel péruvien de l'étranger avec à la fois une modélisation intellectuelle et du concret. On peut aller voir Matt Ridley qui a réfléchi à l'autorégulation et à comment le progrès pouvait s'accompagner de nouvelles normes. Tout ça, c'est un bouillonnement intellectuel qui existe et parfois il faut peut-être qu'on sorte un peu du 16e ou du 7e arrondissement ou du 5e, c'est plus intelligent. France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry. Eh bien, vous allez être content, Mathieu Hélène, puisqu'à présent, on va quitter Saint-Germain-des-Prés, on va quitter le monde des idées, on va partir pour celui du business. Direction Davos, paisible et chic station de ski suisse qui accueillait, vous le savez, cette semaine, l'annuelle édition du Forum économique mondial avec 2 guest stars, Emmanuel Macron, encore lui, et Donald Trump. Mais nous avons choisi cette semaine de nous intéresser à celle qui, en 2018, attirait moins la lumière, semble-t-il, que les autres années, Angela Merkel. Et on va écouter les commentaires à son sujet des médias européens cette semaine. L'avenir de l'Europe est sous le feu des projecteurs à Davos avec les arrivées d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron. La chancelière fait son retour sur la scène internationale sur fond d'incertitudes politiques en Allemagne, toujours privée de gouvernement 4 mois après les législatives. Elle s'est adressée au Forum économique mondial 2 jours avant l'intervention très attendue du président américain Donald Trump. Nous savons qu'il y a des égoïsmes nationaux. Nous voyons qu'il y a du populisme. Nous voyons qu'il règne une atmosphère polarisante dans de nombreux pays. Et sans doute que beaucoup se demandent si la coopération multilatérale est véritablement en mesure de résoudre les problèmes des gens et d'inclure tout le monde, compte tenu de l'énorme défi technologique que représente la numérisation et des changements disruptifs qu'elle entraîne. Sur ce point, il y a des doutes dans tous les pays. Angela Merkel repartira de Davos avant l'arrivée de Donald Trump. Christine Ockrent pour le magazine américain Forbes. Merkel continuait en 2017 d'être numéro 1 des femmes les plus influentes du monde en dépit de ses difficultés intérieures. Est-ce qu'on peut dire qu'elle était la femme la plus influente de Davos ? Qu'elle restait la femme la plus influente de Davos. Mais pour la première fois, et c'est tout à fait remarquable par rapport aux souvenirs que certains ont de Davos, les femmes étaient à l'honneur. Comme quoi, Klaus Schwab a enfin compris que le nous étant collectif, chère Émilie, nous jouions un rôle. Je me souviens qu'à Davos, quand nous avons entrepris à quelques-unes de dire ce serait bien d'avoir un débat sur la place des femmes dans l'économie, on était systématiquement programmés le dimanche matin à 7h.
Alors que le dimanche matin, c'est la fin de Davos et que ce qui est chic, c'est d'aller skier et de se faire voir dans les restaurants d'altitude. Donc merci de nous raconter les coulisses de Davos. Voilà, il y a quelques années. Donc là, cette année, en revanche, à juste titre, Christine Lagarde, la patronne d'Engie, et 2 autres femmes étaient les hôtesses, en quelque sorte, de ce forum. Mais pour en revenir à Angela Merkel, d'abord, l'extrait que vous avez diffusé prouve que, elle a fait un très bon discours sur le fond. Ensuite, ce qui était frappant, c'était le tir groupé des Européens. Puisque le thème, c'était non pas Europe is back, mais Europe is in. Puisqu'il y a eu la succession, le roi d'Espagne et le président français, qui a eu un succès considérable, avec un très long discours, le Premier ministre italien qu'on a beaucoup entendu et Madame aussi. Merkel. Et Madame Merkel, certes, a eu toutes les difficultés politiques que l'on sait. Son parti est relativement affaibli, mais reste le premier parti d'Allemagne. La coalition, elle a quand même eu l'énergie de l'imposer, en quelque sorte, aux sociaux-démocrates. Et puis, il ne faut pas oublier que l'Allemagne reste la première économie de l'Union européenne. Et donc, si l'image d'une super Merkel est écornée, en revanche, le poids de la chancelière d'Allemagne, de la future chancelière d'Allemagne, selon toute probabilité, va rester, sinon dominant, en tout cas très important. Et c'est bien ce dont a besoin Emmanuel Macron, parce que la France, contrairement à ses velléités anciennes, ne peut pas faire l'Europe toute seule. Et ne peut pas faire une Europe qui serait sans arrêt à l'image de la France, parce que c'est bien évidemment ce qu'on reproche toujours à la manière française de concevoir l'Europe. Donc, n'enterrons pas Madame Merkel trop vite. C'est ce que vous dites aussi, Gaspard Ganzer, vous qui l'avez connu d'une certaine enfin, manière, lorsque vous accompagniez François Hollande lors de nombreuses rencontres. Il ne faut pas l'enterrer trop vite. Non, ça je pense pas. Plus d'un ont pu se rendre compte qu'il ne fallait jamais la sous-estimer, à la fois parce que l'Allemagne reste la première puissance économique européenne, qu'elle a un savoir-faire politique et une habileté parfois teintée d'un grand sens tactique qui fait son effet. Mais après, moi, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi Angela Merkel, alors qu'elle exerce le pouvoir depuis très longtemps, ne passe pas la main. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas préparé une succession? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas préparer une transmission du pouvoir à quelqu'un de son propre camp? Parce qu'elle fait prendre un risque énorme à sa famille politique à long terme. C'est assez classique. Oui, c'est classique, mais c'est triste. C'est classique, mais Certes. c'est triste. Moi, vous savez, j'ai eu la chance à un autre niveau. J'ai eu la chance de travailler avec Bertrand Delanoë pendant de nombreuses années. Il a travaillé, qu'est-ce qu'on pense, peu importe ce qu'on pense de la personne qui lui a succédé, il a travaillé à sa succession. Je trouve que c'est bien de réfléchir à qui viendra après vous. À une époque où tout se renouvelle, c'est aussi la responsabilité des gouvernants de préparer la transmission du pouvoir. C'est finalement ce qu'a fait François Hollande. D'une certaine manière. Pardon, l'a-t-il voulu ou l'a-il subi? Ça, seul lui le sait. Nous avons eu raison de vous mettre côte à côte dans ce studio. C'est vrai que c'est une forme de Pascal civilité. Perrineau, en effet, cette soif de renouvellement dans le paysage politique allemand, on la sent très fortement en ce moment, notamment parce qu'il y a, vous le savez sans doute, en ce moment, la folle campagne des rebelles du SPD pour essayer de contrer encore l'alliance avec Merkel, tenter de susciter une vague massive d'adhésion en vue du référendum interne au SPD pour valider ce qu'on appelle là-bas la grosse coalition. Il y a un Twitter, sur Twitter, il y a un hashtag #NoGroKo. Il y a une soif de renouvellement politique aussi en Allemagne, vis-à-vis d'Angela Merkel, vis-à-vis de Martin Schulz. Bien sûr, il y a une soif évidente. Cependant, vous avez vu que l'appareil du SPD a soutenu l'idée d'une grande coalition. Maintenant, il reste à convaincre, en effet, les adhérents de base du SPD. Et les nouveaux qui pourraient arriver sur une position contraire. Mais on est plutôt pour la chancelière dans une sortie de crise, même si cette crise a été très longue, 4 mois. Mais vous savez aussi, c'est la culture du compromis à l'allemande. On ne bâcle pas les compromis comme en France. Ce sont des compromis solides, pesés au trébuchet entre les forces politiques. Je veux dire, là, on est dans le sérieux made in Germany. Mais surtout, certes, il y a une usure du pouvoir. Certes,
il y a une difficulté à organiser la succession. Certes, elle a été 12 ans au pouvoir. Elle a de la difficulté à accoucher d'une nouvelle coalition. Mais la France et l'Allemagne ne jouent pas dans la même catégorie. Vous prenez le taux de chômage, vous prenez la dette publique, vous prenez pour l'un l'excédent budgétaire, pour l'autre le déficit budgétaire. Ça ne joue pas dans la même catégorie. Donc, quelle que soit en effet la manière dont le président français a attiré la lumière, vous disiez tout à l'heure, l'Allemagne continue à attirer sur le terrain économique davantage la lumière que la France. Et ça, il faut bien en prendre conscience. Et la chancelière l'a intégré. J'ai été très frappé par un passage de son discours où elle saluait le succès d'Emmanuel Macron et elle disait « Ce succès du jeune président français nous a renforcés ». Voilà. Donc, elle prévoit bien le coup d'après, une fois qu'en effet, on aura un gouvernement allemand stable et pérenne, de la relance, de la dynamique européenne, même si les positions, on le voit bien, sur la gestion en particulier de la zone euro, ne sont pas les mêmes des deux côtés du Rhin. On reviendra tout à l'heure en effet à la posture géopolitique de l'Allemagne aujourd'hui, notamment dans l'aventure européenne. Encore un mot sur ce qu'on va appeler le merkelisme, Mathieu Hélène. Pour beaucoup d'observateurs en Allemagne, on assiste en ce moment peut-être à la fin du centrisme politique et peut-être la fin de cette recherche germanique à tout prix du consensus. Peut-être parce qu'aujourd'hui, justement, le climat sociétal en Allemagne ne serait plus propice au consensus, parce qu'il y a eu la crise des réfugiés en 2015 qui a changé le climat politique en faisant notamment monter l'AfD. Est-ce que c'est peut-être la fin du centrisme en Allemagne au moment où on le découvre en France? En tout cas, on le porte au pouvoir. En tout cas, c'est vrai que c'est peut-être la fin d'une période qui a tellement bien marché. Donc, c'est ça qui est inquiétant, c'est exactement ce que disait Pascal, c'est que quand vous regardez le taux de chômage qui a été divisé par 3 en 12 ans, et que leur chômage des jeunes est à 6%, il est à 25% chez nous, enfin, c'est dément, et que leur dette recule. Il y a le premier point que je voudrais souligner, et Dieu sait qu'on m'accuse tout le temps de macronisme, mais c'est qu'il va falloir sacrément bosser. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire sur la réduction des dépenses publiques, beaucoup de choses à faire sur la stratégie fiscale, et bien plus que ce qui n'a été fait. Il y a encore énormément à faire pour rattraper ce que la lumière et les médias et la capacité de séduction tentent de compenser déjà. Il n'y a pas que ça, puisqu'il y a évidemment du fond, mais il ne faut pas s'en arrêter là. Je pense qu'il en est conscient. Donc, Angela Merkel, c'est une politique qui fonctionne. Et vous avez vu que l'Institut économique de Berlin a mesuré l'effet positif des migrants à 0,3 voire 0,5% de points de croissance en plus. Donc, on voit bien que ça peut créer des peurs, mais il y a une stratégie là, récompensée économiquement parlant. Est-ce que c'est la fin du centrisme ? On va voir comment tout ça se recompose. Pardon de ce parallèle, mais moi qui vis en Angleterre, c'est un peu la même chose. Vous voyez bien qu'en Angleterre, ils sont complètement perdus. Là, il y a eu cette rupture du Brexit. En Allemagne, on a cette rupture de la crise des migrants. Chacun essaie de recomposer les choses. Et tout le monde est finalement dans son camp, dans son pays, un peu perdu. On a peut-être pris un peu d'avance en trouvant ce chemin avec Macron. Maintenant, ça participe de toutes ces réflexions intellectuelles que nous devons avoir. Comment on recompose une stratégie de l'action qui soit en conformité véritable avec l'économie de marché et la protection d'une partie de la population qui pourrait en souffrir? Une réaction rapide de Gaspard Ganzer et puis un peu de géopolitique avec Christine Ockrent. Non, il y a quelque chose d'intéressant qui se profile devant nous sur le rapport entre la France et l'Allemagne et cette recomposition politique, c'est la préparation des élections européennes. Parce qu'on voit venir maintenant que la République En Marche va chercher peut-être à faire en Europe ce qu'elle a réussi à faire en France. Moi, je suis curieux de voir ce que cela va donner, parce que dans tous les pays, on sent qu'on s'interroge sur le clivage droite-gauche, et je crois que ce qui s'est passé en France va peut-être faire des petits ailleurs. Je voulais vous interroger, Christine Ockrent, sur la force de ce nouveau binôme, ce nouveau couple franco-allemand, même si on a pu lire Marine Le Pen cette semaine nous expliquer que le couple franco-allemand n'avait plus de raison d'être. Quel genre de binôme c'est vrai qu'elle s'y connaît. Et elle s'y connaît parfaitement bien. Quel genre de duo vont-ils constituer ensemble? À la fois cette chancelière d'un pays qui reste, vous l'avez rappelé, le premier pays de l'Union européenne par son économie, par sa population, avec cette économie allemande qui tourne à plein régime, à une croissance de 0,8% entre le deuxième et troisième trimestre, qui peut presque faire craindre la surchauffe d'ailleurs à certains économistes, et ce président Macron dont l'économie française fonctionne moins bien mais qui prend toute la lumière. Ça compose quel genre d'attelage?
Mais c'est un attelage qu'ils ont pris soin l'un et l'autre, comme à chaque fois d'ailleurs, de mettre en scène dès le premier jour de la présidence d'Emmanuel Macron. Et il y a, je crois, entre eux beaucoup plus d'affinités intellectuelles et pragmatiques qu'il n'a pu y en avoir dans les couples président français, chancelier allemand précédent. Je crois aussi qu'on aurait tort de penser que tout à coup, la société allemande, qui reste malgré tout hantée par sa propre histoire, serait tout à coup poussée vers des extrêmes. Je crois que la recherche du consensus reste une obsession allemande, et quelle que soit la volonté de renouveler la classe politique. Je remarque d'ailleurs que le jeune secrétaire d'État, qui fait partie du même parti qu'Angela Merkel, ne s'oppose pas à la grosse coalition. Donc ce couple franco-allemand est tout à fait nécessaire. Ils ont besoin l'un de l'autre. Ils ont un projet pour l'Europe qui est largement le même. Il y a eu une étude très intéressante d'un groupe d'économistes français d'un côté, allemands de l'autre, qui ont mis au point une sorte de plateforme où les différends habituels, l'obsession des Allemands qu'ils devraient payer pour la dette de tous les Européens, à commencer par les Grecs et les Français, l'obsession allemande que les Français jamais ne feront les réformes, qui sont excellents dans le discours, mais pas très bons dans la concrétisation. Je crois qu'il y a là un travail qui est en train d'être fait et qui portera ses fruits, et l'Europe en a diablement besoin. Pascal Perrineau, vous imaginez cette Europe de demain toujours dominée, ou en tout cas avec un leadership allemand, ou un leadership à deux têtes? Un leadership à deux têtes. D'ailleurs, on a vu que la dynamique de l'Union européenne pouvait hésiter quand ce duo devenait un duo où l'un était visible et l'autre était derrière. Je crois qu'au fond, ce qu'on est en train de retrouver, c'est plutôt, non pas une parité, mais un duo qui va dans le même sens. Et quand on écoutait à Davos à la fois le président français et la chancelière, peu ou prou sur 80% des propositions pour relancer la dynamique européenne, ils étaient d'accord. Et cela, c'est de bon augure. Mais ce qui était très intéressant dans le discours d'Angela Merkel, et peut-être de manière à cause de ce qu'est l'Allemagne et l'histoire allemande, c'était la vivacité avec laquelle elle a dénoncé le retour de ce qu'elle a appelé dans son discours l'égotisme national. Elle a dit attention, tout cela nous a coûté très cher au XXe siècle. Elle citait pas simplement la Seconde Guerre mondiale, elle citait bien sûr également la Première Guerre mondiale. Et elle disait voilà, nous sommes au fond dans une période où le retour des égotismes nationaux peut mener au même résultat désastreux que lors de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre mondiale. Et à cet égard, la France, très souvent, prend une posture en disant bah oui, ça, les Allemands, on comprend en fonction de leur histoire et de la réalité qu'ils soient préoccupés par cette affaire. Mais regardons le danger du retour de l'égotisme national en Allemagne. Alors tout le monde parle beaucoup, bien sûr, de l'AfD. L'AfD, c'est un peu plus de 12% des suffrages exprimés. Le Front National, à la dernière élection, c'était 33%. Donc je crois que tout cela doit ramener, si vous voulez, ceux qui en France pensent que le problème est avant tout un problème franco-allemand à regarder d'abord son propre nombril. Gaspard Ganzer, vous qui avez connu le couple franco-allemand précédent, Angela Merkel, François Hollande, est-ce qu'il vous semble que ce couple-là est mieux armé pour retourner vendre l'idée européenne? On a en ce moment, peut-être de façon un peu hors sol, le sentiment d'une euphorie, d'un retour euphorique de l'idée européenne, mais en effet, Pascal Perrineau le rappelait à l'instant, les populismes et l'europhobie est toujours là, bien ancrée sur ce continent. Je le crois parce que je l'espère, parce que vraiment, on a besoin d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron et d'autres, j'espère aussi, pour relancer l'Europe dans une ambiance générale qui est quand même très au repli nationaliste. Les Britanniques, que Mathieu Lannes connaît bien, sont bien placés pour le savoir. Et je crois qu'il faut vraiment se battre, mais sur le terrain des idées dont on parlait en début d'émission, pour parvenir à entraîner derrière cette idée européenne. Parce que je crois que la tendance de fond, y compris dans les jeunes générations, c'est plutôt celle du repli national. Donc, le président de la République actuelle a une responsabilité immense par ce qu'il est, par sa nouveauté, par ce qu'il incarne, par ses idées. Il doit entraîner derrière lui
Angela Merkel, mais aussi certainement les Italiens, qu'il ne faut pas oublier, qui nous ressemblent quand même beaucoup, les Espagnols, et bien évidemment nos amis du Benelux et tous les autres. Parce que ce n'est pas simplement la France et l'Allemagne qui résoudront cela. Il faut quand même, je crois, contrebattre une idée reçue, surtout en France. L'adhésion à l'Europe augmente dans les pays de l'Union. Quand vous consultez l'Eurobaromètre, qui mesure très périodiquement les opinions publiques au sein de l'Union européenne, encore une fois, il y a plus... ce ne sont pas des fanas d'Europe, mais il y a plus de gens qu'il y a 2 ans qui considèrent que l'Union européenne est utile pour eux et pour leurs enfants. Le vrai danger, et le discours d'Angela Merkel y faisait directement allusion, c'est la fracture entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, c'est-à-dire ces pays de démocratie illibérale, pour citer notre ami Rupnik, qui bénéficient des fonds européens, mais ne se sentent en rien liés par les mêmes valeurs que nous. Mais encore une fois, ne nous trompons pas, l'adhésion à l'Europe augmente. Est-ce que Christine j'espère que pêche par excès d'optimisme, Pascal Perrine? Le problème, c'est la position de la France parmi les pays européens en ce qui concerne l'attachement à l'Europe. La France, quand on regarde ça sur la longue période, il y a des frémissements dans la dernière période qui sont en effet positifs. Mais sur la longue période, la France ne fait plus partie des pays qui étaient les plus européens au sein de l'Union européenne. Il y a eu une France qui a été touchée plus que d'autres par la tentation eurosceptique et même parfois par le rejet europhobe. Et en effet, on le disait tout à l'heure, on s'attend très souvent à ce que les jeunes générations soient plus porteurs d'attitudes favorables à l'Europe. Et quand on regarde en détail, parfois, on est surpris. En effet, dans les jeunes générations, la tentation du protectionnisme, et pas simplement du protectionnisme économique, du protectionnisme culturel également, du protectionnisme social, national, est très fort. Mais je crois qu'il y a un effet d'offre politique. Au fond, on va sortir presque d'une décennie où il n'y a pas eu, en termes d'offre politique sur l'Europe, de discours mobilisateurs. Peut-être qu'autour de l'axe que nos amis anglais appellent l'axe Mercron, il y va y avoir à nouveau la France, l'Allemagne, mais aussi Christine O'Crane le rappelait, l'Italie également, dont on a entendu. Et là, on a eu un tir groupé à Davos. C'est ça que vous avez entendu à Davos, en effet, Mathieu Laine? Tir groupé. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un pouvoir d'attraction, ça c'est sûr. Et il le joue très... Je pense que pour le coup, Macron essaie de l'incarner au maximum des possibilités. Mais au-delà de Macron, ce qu'on a entendu comme petite musique à Davos. La petite musique de Davos, d'abord, ce qui est très intéressant, c'est pour le coup, ça c'est le côté VRP, c'est la fascination des grands patrons pour lui. Une espèce de fascination, mais qui va au-delà de la raison. Mais là, on ne parle pas que d'Emmanuel Macron, parlons des autres. Une fascination pour Donald Trump, et pour Donald avec Trump, d'autres ingrédients. Une polarisation sur les deux hommes. Mais c'est en regard des autres que je dis ça. Donc en disant cela, je parle des autres. Le point que je voulais faire, c'est qu'on a pu se faire à un moment la conviction que quand on avait un vrai succès économique avec une baisse du taux de chômage, par exemple, on se préservait des populismes. Et c'est plus vrai. Et donc ça, c'est un point clé, puisqu'on a vu l'Autriche, on voit la Pologne, on voit effectivement ce début de mouvement en Allemagne. On a vu de la même manière ce mouvement en Grande-Bretagne, cette espèce de refermement sur soi, alors que les résultats économiques n'étaient pas si mauvais. Donc c'est en cela que l'alliance d'une stratégie économique assez forte, parce qu'il faut quand même ces résultats, sinon la colère vient, mais par ailleurs d'essayer de construire ce qui est très difficile, un projet culturel, de valeurs communes, un vrai projet politique, c'est absolument pas du bullshit, comme on dirait aujourd'hui, c'est vraiment fondamental, c'est comment recréer de l'adhésion autour d'un vivre ensemble, et c'est très inquiétant parce que en général, il y a de plus en plus de gens qui devraient être une cible accueillant plutôt bien ce discours et qui finissent par ne plus y croire. Est-ce qu'avec le recul, Gaspard Ganzer, vous dites que c'est ce que n'a pas fait suffisamment François Hollande, c'est-à-dire de savoir susciter une envie d'Europe, un appétit d'Europe, savoir vendre l'Europe? Que François Hollande et tous ceux qui ont travaillé avec lui
Aurait pu faire mieux, oui, ça Son quinquennat, ouais. c'est une certitude. Mais après, les circonstances étaient particulières, notamment parce que le quinquennat François Hollande, vous savez, a été très marqué par la menace terroriste qui a quand même empêché de faire naître d'autres débats. On l'oublie, peut-être qu'on le refoule. J'espère qu'on ne sera pas à un moment réveillé par de nouveaux attentats, mais pendant 2 ans, on a parlé quasiment que de terrorisme. Il est un peu difficile de parler d'Europe. Donc on aurait pu faire mieux. Je pense qu'il y a quand même quelque chose de formidable qui a été fait sous le quinquennat de François Hollande pour l'Europe, c'est qu'on a sauvé la zone euro. On l'oublie. Mais la France a failli se faire sortir de la zone euro en 2012. Et c'est parce que des décisions courageuses ont été prises en 2012 qu'elle y est restée. Et puis s'il n'y avait pas eu la France, la Grèce serait sortie de la zone euro. Et je pense qu'il n'y aura plus de zone euro derrière. Pascal Perrineau. Oui, je crois que pour bien comprendre le défi qui traverse la France, l'Allemagne, tous les pays européens sur cette question européenne, il faut revenir à ce que Mathieu Laine vient de dire. C'est-à-dire que le populisme, ce n'est pas simplement un populisme qui se développe sur le terrain de la défense matérielle. Il y a un populisme dans les pays qui sont touchés par un bien-être matériel. On le voit dans les pays, par exemple, d'Europe du Nord, où là, il s'agit de défendre pas simplement l'avoir, mais l'être. Et tant que l'Union européenne, les Européens n'auront pas un discours convaincant sur qu'est-ce que c'est qu'être européen, eh bien je crois que les populismes pourront se développer pas simplement sur le terrain du malaise économique et social, mais sur le terrain de ce que certains appellent, le malaise identitaire. Christine Ockrent, à quel moment on va vraiment rentrer dans le début du débat sur ces élections européennes? Ça va se jouer et se faire à quelle échéance? Est-ce qu'en effet, cette espèce d'europhilie, cet optimisme europhile, il peut comme ça continuer jusqu'aux élections? Ou est-ce qu'il reste fragile? Enfin, il s'agit moins d'un optimisme europhile, ça c'est affaire de conviction individuelle, que de cette volonté commune à Mme Merkel et au président français de redonner de l'élan à l'Union européenne qui en a sacrément besoin, ce dont conviennent à peu près tous ceux qui se préoccupent de la réalité des faits, indépendamment des préjugés tantôt favorables, tantôt défavorables. Et il y a un certain nombre de terrains sur lesquels il faut agir ensemble, à commencer bien évidemment par l'immigration. Ce n'est pas une politique commune. L'immigration, le droit d'asile reste affaire de souveraineté nationale, donc ça ne sert à rien de blâmer Bruxelles. C'est encore une fois affaire des gouvernements nationaux d'essayer de trouver ensemble une réponse à un phénomène qui va nous accompagner pendant des générations. Ce n'est pas juste une éruption provisoire. À partir de là, et c'est une dimension de la problématique européenne à laquelle, pour des raisons géographiques, historique et économique, l'Allemagne est sans doute plus sensible que nous, il y a ce problème de l'Europe centrale, où l'on retrouve la hantise identitaire qu'accélère le déclin démographique. Un pays comme la Bulgarie, par exemple, a perdu 1/3 de sa population en 10 ans. Parce que, ou bien, d'abord, ils font plus d'enfants, et ensuite, ils émigrent parce qu'ils considèrent qu'il n'y a rien à y faire. Et donc, tout ce qui se passe à l'est de l'Europe, depuis la Pologne jusqu'à la Roumanie, cela va devenir, je crois, pour les dirigeants européens, pour les opinions publiques en Europe, une problématique tout à fait préoccupante. Mais les élections européennes de 2019 vont obliger tous les acteurs politiques et économiques et intellectuels, pour en revenir à eux, pour boucler la boucle de cette émission qui s'achève, à être véritablement dans ce débat-là. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Christine Ockrent. Merci, Pascal Perrineau, Mathieu Laine et Gaspard Ganzer d'avoir été nos visiteurs du dimanche. Merci à Luc Jean-Reynaud qui a réalisé cette émission. À la technique aujourd'hui, Julien Calvas, Nicolas Andreu, Chérif Bitelmadji et Tom Delorme. Tout de suite, on va retrouver Alain Krugère. On ne parle pas la bouche pleine. Et moi, je vous dis à dimanche prochain.